Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle preview de la post-season chez Dunk Hebdo qui va nous emmener aujourd'hui vers une équipe qui gagne un peu en hype dernièrement du côté d'Indianapolis. Et donc pour parler notamment de Tyrese Haliburton, mais aussi des faiblesses des Pacers, puisque c'est quand même le sujet de notre format cette année, c'est Tom qui est avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu, Tom? Ça va très bien, Adrien, et toi? La Eh forme? ben ça va plutôt pas mal. Écoute, on enchaîne, on continue ce format quotidien. On est bien content, je le disais tous les deux en off, on est bien content d'être à 7 du Ouais, côté de clairement. Kebdo, parce qu'il y a un rythme à tenir quand même, hein. Clairement. En tout cas, et puis on salue le boulot qui est fait par les collègues sur les autres previews. Et puis on va tenter de nous aussi apporter notre pierre à l'édifice de façon professionnelle. J'allais dire professionnelle. Enfin bon, bref. Oh, de la meilleure des De façons la meilleure des possibles. façons, exactement. On va dire L'esprit est ça comme cramé. ça. Alors, je vais quand même rappeler un petit peu le format. Vous commencez à le connaître normalement cette année chez Dunkemdo. On a décidé de faire un point donc, sur les équipes qualifiées pour la post-season, donc play-off et play-in inclus, et de s'intéresser notamment aux faiblesses, aux trois faiblesses majeures de chaque équipe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mon cher Tom, petit résumé de la saison, bien sûr, pour ceux qui l'auraient suivi d'un peu plus loin. Et les Pacers, c'est pas les plus inintéressants, notamment puisqu'il s'est passé pas mal de choses. Ils ont été parmi les déclencheurs des mouvements d'effectifs, par exemple, durant la saison. Mhm. J'imagine qu'on va en parler. Donc, Tom, comment tu résumerais, toi, la saison du côté de l'Indiana? Bah écoute, l'équipe d'Indiana, c'est une équipe qu'on attendait pas mal cette saison globalement du côté des observateurs de la NBA. La première raison, c'est parce que l'an dernier, ils avaient fait une belle saison et c'est juste que sur la fin de saison, il y avait une grosse blessure de Tyrese Haliburton qui leur avait privé un peu d'espoir pour la post-season. Mais ils avaient montré quand même pas mal de bonnes choses avec un jeu assez intéressant. Et puis en début de saison, bah, tout ce qu'ils avaient montré en début de saison dernière, bah, c'est confirmé en étant l'une des équipes les plus sexy de l'NBA. Hein. Clairement, c'était la darling de la NBA en début de saison. Hein. Si on reprend même, tu vois, d'un point de vue offensif, ils étaient 8 points au-dessus de la moyenne offensive de la ligue sur le mois de novembre, le premier mois de la saison, avec un Tyrese Haliburton qui était littéralement en feu, qui marchait sur l'eau excellent à 3 points, très gros distributeur et avec un jeu vraiment très sexy et très léché, ce qui a même donné une comparaison d'un des observateurs de l'NBA qui disait que la meilleure attaque de l'NBA, ce sont les Indiana Pacers et la deuxième meilleure attaque de l'NBA, c'est l'équipe qui joue les Indiana Pacers puisque effectivement ils étaient 8 points au-dessus de la moyenne de la ligue en attaque, mais ils étaient aussi 8 points en dessous de la moyenne de la ligue en défense. Donc en fait, cette première partie de saison les a amenés du coup juste qu'en finale du in-season tournament, faut pas l'oublier, où là on a pu commencer à voir poindre certaines de leurs faiblesses, notamment le cercle, la défense du cercle, la défense de la raquette, puis ils se sont fait littéralement pilonner par les Lakers et un magnifique Anthony Davis. Et ensuite, l'équipe a continué son petit bonhomme de chemin, toujours en gardant cette grosse attaque, mais avec une défense toujours un peu aux abonnés absentes. Ils avaient commencé un peu les mouvements de début de saison, notamment en coupant. C'était la première équipe à couper un joueur de son roster en négociant le buyout pour Daniel Theis, qui part très tôt dans la saison au niveau des Clippers. Et du coup, ils avaient créé un roster spot pour du coup ramener le fameux Johnson, la ceinture noire de karaté, pour James. voilà, James Johnson, pour la caution, entre guillemets, expérience de cette équipe-là, puisque effectivement, c'est une équipe de jeunes qui a un coach un peu vétéran, mais qui a un jeu très, très alléchant. Et en fait, on a une autre partie, du coup, au niveau de cette saison, qui est justement au début du mois de janvier, un petit peu après la partie d'une season tournament, avec la blessure de Tyrese Haliburton contre Boston, du coup, qui se fait une espèce de grand écart là, et qui se blesse un peu au niveau des adducteurs. Et ça a un peu enrayé la machine, ça a un peu enrayé la machine de cette équipe. Mais en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est que par rapport à la première saison et la première partie avant blessure, il y a eu un changement, et c'est Buchanan, leur GM, qui a expliqué ça, c'est que le niveau qu'avait atteint Tyrese Haliburton et l'équipe et les joueurs qui avaient autour de lui, ils se sont rendus compte que si ce joueur-là, à ce niveau-là, ben, il va falloir qu'on change nos plans. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que ils ont bougé un peu sur le marché en allant récupérer du coup Pascal Siakam en échange de Bruce Brown entre autres qu'ils avaient récupéré du coup à l'intersaison pour du coup emmener un sidekick à Tyrese Haliburton
et un joueur qui proposait quelque chose de différent et qui n'avait pas encore dans l'effectif. Et au début, il y a eu quelques soucis d'adaptation entre guillemets au départ, hein. Puis ensuite, les choses se sont mises dans l'ordre au retour d'Haliburton, après le All-Star Game et tout ça, ils ont pu enchaîner pas mal de victoires. Donc, en tout cas, c'est une équipe qui n'est plus la même, puisque au début, ça s'appuyait beaucoup sur Buddy Hield, qui lui aussi est parti à la trade deadline, même si sur le terrain, il est remplacé du coup par Andrew Nembhard, qui était déjà présent dans l'effectif, même si dans les faits, son skill set est remplacé par Doug McDermott, qui lui est sur le banc. Il y a pas mal de plays qui jouaient pour Buddy Hield, qui sont joués pour McDermott, mais globalement, voilà, c'est une équipe qui n'est plus la même qu'en début de saison, même si certains des ingrédients qui faisaient sa force au début sont toujours présents, mais il y a pas mal de changements, notamment au niveau des rotations et notamment au niveau du plancher, enfin du plafond qu'ils peuvent atteindre défensivement. Eh ben, tu nous as fait une entrée bien copieuse, un bon résumé de la saison justement. Ben, ça tombe bien, tu t'offres la transition évidemment pour le plat de résistance. Cette année, donc, on a décidé de s'intéresser d'abord aux faiblesses principales des équipes, des Pacers. Donc aujourd'hui, il fallait en sélectionner 3. La première que tu as décidé de mentionner, justement, elle va avec ces changements et avec notamment l'arrivée d'un Nembhard dans le 5. C'est l'inexpérience de l'équipe en général, mais surtout du supporting cast autour de Tyrese Haliburton et de Pascal Siakam du coup. Oui, c'est ça, puisque c'est une équipe qui a un peu changé de personnel depuis la trade deadline, avec notamment pas mal de minutes pour des Ben Shepherd, des Obi Toppin qui avaient perdu un peu de minutes à l'arrivée de Siakam, qui en a récupéré encore un peu. Aaron Nesmith, qui est un joueur très important, qui est titulaire au poste 3, qui est un joueur très important, qui est le meilleur défenseur de cette équipe-là. Ben, lui aussi, il a pas mal de minutes. Et comme tu disais, Andrew Nembhard également. Et en fait, pourquoi je parle d'inexpérience, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont, sur les matchs en tout cas que j'ai vus, qui peuvent avoir des petites absences ou faire des erreurs qui peuvent parfois coûter des matchs. Tu vois, par exemple, le match d'hier, on a une faute un peu entre guillemets bête de Bitopin c'est sur Nick Claxton, je crois, juste après, enfin au moment où il devait prendre, ouais, il avait pas besoin de faire cette faute-là, puisque il pouvait faire un peu de pression et tout ça, des petites erreurs comme ça d'inattention qui peuvent un peu leur coûter cher, vu que c'est une équipe qui se retrouve pas mal dans des situations clutch. Et en fait, quand on regarde la somme des minutes jouées, par exemple, par les Topin et comment il s'appelle? Nembhard, Ouais. Nembhard, Walker, Nesmith. Et Nesmith, voilà. Nesmith. Nesmith, ils sont à 367 minutes cumulées en playoff quand tu prends Nesmith, Toppin et Nembhard. Sachant qu'Haliburton, c'est la première fois qu'il va jouer aussi la post-season, puisque c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est la première fois qu'il est sûr de terminer avec un bilan positif de sa carrière. Donc, tu vois, ce sont des choses qui, vu les équipes qu'ils vont rencontrer, ça peut leur poser quelques problèmes. Un peu l'inexpérience et peut-être une incapacité potentiellement à s'adapter et comme le disait Jared Allen l'an dernier, les playoffs sont un monde différent. Oui, et puis en plus de cette inexpérience, tu l'as dit un peu en filigrane, je voulais rappuyer un peu dessus, c'est du coup, vu qu'il y a eu des changements un peu à la mi-saison, on va dire à la mi-janvier, au trade de Siakam, il y a eu peut-être aussi des intégrations un peu plus tardives de certains joueurs dans la rotation qui commencent à avoir des minutes, donc notamment les jeunes joueurs qui forcément commencent à faire leurs erreurs, et ce qui est logique, hein, notamment pour les rookies, si on parle de Jarrett Walker, mais aussi pour les joueurs les plus jeunes de manière globale, qui font leurs erreurs un peu plus tard dans la saison et qui doivent les corriger un peu plus vite. En tout cas, les playoffs arrivent un peu plus vite, et donc ça peut jouer contre toi, arriver à la post-season, cette histoire d'inexpérience. Mais il n'y a pas que ça. On enchaîne tout de suite parce que je pense que ça va être un gros morceau. C'est évidemment la défense. Tu l'as dit toi-même, la défense au global de ces Pacers, mais la défense du cercle, tu voulais appuyer notamment là-dessus parce que certes, il y a Miles Turner, mais quand il n'y a plus Miles Turner, et en ce moment, il y a des interrogations sur sa présence justement en post-season suite à sa blessure, et ben là, il y a vite des soucis côté d'Indiana. C'est ça, puisque Miles Turner, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début de la saison, mais c'est aussi un des piliers de cette équipe avec Tyrese Haliburton. Il est aussi important offensivement que défensivement. Offensivement parce que lui, il permet d'avoir une menace sur pick and pop. Et même s'il n'est pas tout le temps défendu par les adversaires, il les prend. Pas vrai, Adrien? Tu es conscient qu'il les prend? Effectivement, ce qui écarte les défenses, mais c'est important de les prendre. Il n'y a pas que la réussite. C'est vrai que le volume a peut-être parfois autant d'importance que l'efficacité.
c'était un des points noirs chez lui, c'est-à-dire que on savait qu'il pouvait les mettre, mais qu'il était assez, enfin, qu'il hésitait un peu à les prendre. Et là, il arrive à les prendre et puis il les déclenche à plusieurs endroits du terrain. Il peut les prendre à 45, il peut les prendre directement face au panier. Où là, il a vraiment une belle panoplie. Il est assez à l'aise pour déclencher un peu de partout. Et il est aussi important défensivement puisque les Pacers ont une défense très poreuse sur le point d'attaque, dirons-nous. Et c'est une équipe qui est amenée à avoir beaucoup de joueurs arrivés dans le sens. C'est la pire équipe du coup. C'est l'équipe qui reçoit la pire proportion des tirs de ses adversaires au cercle. Et Miles Turner, qui d'ailleurs a battu le record de la franchise, qui est du coup leader de la franchise au nombre de contres de l'histoire d'Indiana, qui a battu ce record-là face aux Warriors sur un contre contre Kuminga. Ben en fait, sans lui, la protection de cercle n'est pas assurée du tout. Et vu les vagues qui se prennent au cercle parce qu'ils n'arrivent pas à soit contenir les adversaires sur le périmètre, soit ce qui se passe, c'est que les joueurs au niveau des match-ups peuvent de temps en temps être trop petits et il y a toujours ce côté où physiquement ils se font rentrer dedans et ils se font shooter par-dessus. Et les adversaires arrivent à trouver des angles pour leur shooter par-dessus en allant jusqu'au cercle. Et voilà, c'est ça, ça va être ça la grosse problématique parce que Miles Turner s'est blessé au doigt du coup face aux Nets. Et malheureusement, on ne sait pas s'il pourrait être disponible. Et en son absence, les minutes sont reprises par Isaiah Jackson, qui est valeureux, Isaiah Jackson, mais qui fait beaucoup de fautes et qui est assez petit. Jalen Smith, qui est valeureux aussi, mais qui reste assez petit. Et sinon, ça va être sur du Obi Toppin ou du Pascal Siakam au poste 5 ou même des tentatives parfois de Jarrett Allen, quoi. Oui, c'est ça, tu l'as dit, je vais trahir un secret de la conversation Dunk Hebdo. L'illustration un peu de ce que tu veux dire, c'est l'interview, évidemment, où on a parlé à Rick Carlisle de l'importance de Miles Turner en tant que contreur, que rim protecteur, et qui disait qu'effectivement, c'était un très bon protecteur de cercle, mais que s'il avait à le faire, c'était peut-être parce qu'il y avait des soucis extérieurs, comme tu l'as dit, pour contenir les drives, et on en plaisantait aussi tous les deux juste avant de lancer l'enregistrement, même si... l'épaisseur tente de cacher un petit peu à Liberton loin du ballon de temps en temps. Les équipes ne sont pas dupes et de plus en plus les attaques savent cibler, ramener un joueur, faire des pick and roll avec deux guards, deux petits et aller cibler les joueurs, ce qui oblige Miles Turner à aller défendre le cercle. Et donc tu l'as dit, là, je pense que la stat centrale de tout ça, c'est que c'est quand même la défense qui concède le plus de tirs au cercle de la ligue, ce qui est quand même assez énorme. Et tu vas avoir des problèmes, notamment donc pour ça. Et puis, tu as cité tout à l'heure Aaron Smith, tu l'as dit très rapidement en disant que c'était peut-être leur meilleur défenseur à voir avec Miles Turner. Mais justement, il y a ce souci-là aussi qui peut se créer, notamment à l'Est, de pouvoir défendre des ailiers, tout simplement, parce qu'ils sont petits. Ils sont assez petits et puis Aaron Smith qui est valeureux, même Nembhard aussi qui est pas mal niveau à la défense du point d'attaque, mais tu vois lui aussi c'est un joueur qui est amené un peu comme Miles Turner à avoir des problèmes de faute. Si on reprend une des stats que Ben a utilisé lorsqu'il parlait de Jaden McDaniels quand ils ont parlé de Minnesota, quand on prend le foul trouble percentage qui de stade de Basketball Index, quand tu prends par exemple Miles Turner, il est 11e de la ligue il est 11e de la ligue et quand tu prends à la même stat Aaron Smith, il est 24e de la ligue, sauf que c'est le 3e parmi les wingstoppers. Et à l'échelle de la NBA, les deux sont dans le top 6 au nombre de fautes totales commises sur le début de saison. Donc non seulement il y a ce sont des joueurs qui sont vitaux pour le fonctionnement de l'équipe, mais ils sont à des endroits stratégiques et il y a pas de joueurs dans l'effectif qui font la même chose que quoi. Donc c'est pour ça que ce sont des joueurs hyper importants et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles défensivement on va dire que ces Pacers sont en difficulté quand ces joueurs ne sont pas sur le terrain. C'est ça. Alors que ça avait l'air d'aller un peu mieux, la défense quand même sur ces derniers matchs, il faut quand même le dire. Ils sont partis de très très bas depuis le All-Star Break. Ils sont à la moitié à peu près de la ligue. Ils ont le 15e defensive rating tout pile d'ailleurs. Je viens de le retrouver dans mes notes. Donc effectivement, ça va un petit peu mieux, mais il y a quand même des vraies inquiétudes. Et puis, alors il y en avait plusieurs, des inquiétudes, des faiblesses. Tu m'as laissé le loisir, et je t'en remercie, de choisir le troisième point pour aujourd'hui.
moi, ces Pacers, je les trouve inquiétants dans le clutch notamment. Alors, sur l'ensemble de la saison, je vous donnais la stat, ils ont joué 35 matchs dans le clutch sur l'ensemble de la saison, 17 victoires, 18 défaites, plus 4,6 de net rating. Bon, c'est honnête, c'est pas incroyable, mais disons que tu es dans la moyenne. Le problème, c'est que si on prend les stats depuis le All-Star Break, donc cette deuxième partie de saison, depuis le changement, comme on l'a dit, hein, le changement, alors de système, c'est un grand mot, mais en tout cas, le changement de fonctionnement, on va dire Oui, ça, ils ont joué 8 matchs dans le clutch, ce qui n'est pas énorme, mais tout de même, le problème, c'est qu'ils en ont gagné qu'un. Ils sont à une victoire pour 7 défaites, ils ont gagné contre les Pelicans, leur net rating, il est à moins 18, et la ouais, défense, parce qu'on y revient, la défense dans le clutch, quand ça commence à compter, j'ai envie de dire, leur defensive rating dans le clutch, c'est 138,8. oui, oui. 138,8. Ils sont 29e. Il y a les Pelicans qui font pire tout de même dans le clutch. Mais donc, c'est relativement inquiétant, notamment pour la dynamique au moment où on arrive justement à ces matchs coup près où tu risques de jouer des matchs assez serrés, surtout si, à l'heure où on enregistre, tu l'as vendu, on est le lendemain du match contre les Nets. Ils sont septième, donc il peut y avoir des matchs de play-in. Et là, ça peut faire très très mal. Tu vas avoir des matchs serrés, quoi. Ouais, mais c'est ça pour cette problématique des matchs serrés, notamment comme tu disais, hein, l'implication de Tyrese Haliburton sur des pick and roll guard où du coup il est ramené sur le porteur de balle et du coup ils sont obligés de doubler et malheureusement pour eux, ben en étant obligés de doubler, ben ils se font atomiser puisque même si il joue un peu plus grand. C'est vrai, depuis l'arrivée de Siakam, il joue un peu plus grand globalement parce que Nesmith joue au poste 3, on a du Miles Turner, on a du Siakam qui est bien dimensionné, Nembhard est plutôt bien dimensionné. Mais la plupart de ces joueurs-là, en fait, ce sont des joueurs qui jouent un petit peu plus petits, entre guillemets, que leur taille. Et aussi, ce sont des joueurs qui sont, on va dire, qui sont plus à l'aise sur le ballon que sur les aides, sont plus à l'aise sur le ballon que sur les aides. Et c'est ça la problématique. C'est ce qui se passe aussi parfois par rapport avec Miles Turner. Hein. C'est-à-dire que on a parfois des équipes, notamment dans lequel ils essaient de protéger Haliburton comme ils peuvent. Mais du coup, ils viennent surcharger le talent avec le terrain avec un joueur qui est un peu plus grand. Et malheureusement, c'est que Miles Turner il est obligé de sortir un petit peu plus haut de la raquette. Et du coup, ça laisse des lignes de drive et ils se font après attaquer sur des close-out ou des choses comme ça et Miles Turner n'est plus dans la raquette quoi. S'il n'a pas de problème de faute. Et c'est typiquement le genre de choses qui peut t'amener à perdre des matchs contre des équipes pas forcément de très très haut niveau. On le disait tous les deux et on peut l'expliciter. C'est vrai que c'est typiquement le profil des équipes qui ont une très forte attaque et une très mauvaise défense. On est à peu près là-dessus. C'est les équipes à haute variance, forcément, vu que tu vas dépendre de ta production offensive. Et donc, c'est des équipes qui sont à la fois capables de gagner des gros matchs. On a vu les Pacers qui sont parfois un peu inconstants, du coup, qu'on les a vus gagner des matchs assez importants pour ensuite aller perdre contre des équipes moins bonnes. Ils sont à 18-14 contre les équipes, je l'ai retrouvé dans mes stats, contre les équipes à moins de 50% de victoire. C'est le 22e bilan de NBA. Bon, c'est pas terrible quand tu arrives juste au play-in, au play-off, en tout cas dans quelques jours maintenant. Donc forcément, c'est pas très très rassurant. Ouais. Mais heureusement, il n'y a pas que des mauvais côtés. Du côté de l'Indiana, on ne se retrouve pas non plus quand même qualifié pour les playoffs ou les play-in. Alors on enregistre donc tout ça par hasard. Donc on va essayer de dégager quelques motifs d'espoir. Quels sont les motifs d'espoir selon toi, Tom? Est-ce que c'est vraiment finalement le fait que tu as Tyrese Haliburton et Pascal Siakam, ce qui est quand même pas mal? Ben, déjà, Tyrese Haliburton, il a eu un petit creux offensif, du coup, un petit creux offensif après son retour de blessure. Alors, il a été un petit peu moins agressif globalement offensivement, mais on a vu qu'il a gardé la partie distribution. Alors c'est vrai qu'il était beaucoup moins saillant, notamment pour tout ce qui est blow by et tout ça, ou même son mouvement favori, l'espèce de side step. Il était beaucoup moins mobile, beaucoup moins explosif en fait sur ce mouvement-là, et il avait du mal même à le faire. Donc du coup, il a pris un petit peu moins de tirs globalement quand il était blessé, enfin pas blessé, mais quand il revenait du coup de blessure. Euh, Moins de tirs qui faisaient partie de son régime, hein, avec notamment pas mal de dribbles pour prendre un petit peu plus de tirs en catch and shoot. Mais c'est quelqu'un qui avait vu son pop athlétique un peu baisser, notamment quand on regarde tu vois, le nombre de dunks sur le mois de mars. Zéro dunk dans le mois de mars. Il en a déjà fait 3 déjà en avril. Donc ça commence un peu à revenir globalement physiquement pour lui. Autre motif d'espoir, c'est comme tu disais, hein, l'arrivée de Pascal Siakam qui a un peu maintenu cette équipe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Alors, c'est pas le fit
parfait du coup pour Tyrese Haliburton, mais c'est quelqu'un qui apporte quelque chose que l'équipe n'avait pas, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable euh, de se créer seul son mismatch. Sans, parce que, en gros, le go-to move des Pacers, c'était pick and roll Tyrese Haliburton et ensuite swing, 3 points, on finit comme ça. Et là, on a un Pascal Siakam qui arrive à attaquer une défense sans décalage et qui permet du coup d'avoir une option, on va dire, un petit peu plus implacable pour se créer des paniers. Alors, pas forcément facile, pas des paniers hyper rentables, mais qui permet de créer quelque chose qui permet de créer quelque chose de positif sans avoir à impliquer automatiquement Tyrese Haliburton. Puisque Tyrese Haliburton, sur le jeu des Pacers, qu'on reprend le total des points marqués depuis le début de la saison par les Pacers, il est responsable de 33%. C'est-à-dire qu'on prend les points mis et les passes décisives de Tyrese Haliburton, ça représente à peu près 33% des points des Pacers. Donc c'est vraiment c'est vraiment la machine de cette équipe là. Et puis autre chose, c'est une équipe qui a eu quand Tyrese Haliburton n'était pas bien, un très bon meneur backup qui a su du coup reprendre les choses en main en la personne de TJ McConnell. TJ McConnell qui est un des meilleurs meneurs backup de la ligue et qui a été un joker vraiment très intéressant, notamment tu vois, le match face à Memphis, il a été très bon. J'ai en tête un match face à Orlando, il a été bon aussi. Euh, donc il y a pas mal de matchs où il a permis à l'équipe on va dire, De rester à flot. de rester à flot, c'est ça, de rester à flot et de garder un certain niveau de guard play sans tout perdre. Ah oui, non, mais totalement. Il y a eu plusieurs choses dans les choses que tu as dites. Moi, je trouve intéressant. Alors, Tyrese Haliburton, dans la baisse de régime, c'est vrai qu'il faut prendre en compte. Alors, je pense qu'on y reviendra, puisque c'est quelque chose dont vous avez parlé l'été dernier. Il me semble que c'était Amine, quand on avait parlé de cette nouvelle règle des 65 matchs, Oui, qui peut changer pas mal de oui, choses c'est sur les ça. trophées. C'est vrai qu'on a eu un peu l'impression, pendant un moment dans la saison, que Tyrese Haliburton était sur la feuille de match et remplissait les minutes nécessaires pour être compté comme match joué, plus qu'autre chose. Et ça a un peu insisté, peut-être un peu fait traîner cette blessure, ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils mettent un peu plus de temps à s'en remettre. Mais effectivement, pour parler plus de motifs d'espoir, le niveau d'Haliburton, bien entendu, Oui, la constance de Pascal Siakam, c'est-à-dire que Pascal oui, Siakam est d'une efficacité redoutable soir après soir, tu l'as dit, donc capable de se créer lui-même des mismatchs. C'est quelqu'un qui attaque les mismatchs tout seul. Tu n'as pas besoin de lui offrir un système qui va lui amener des plus petits joueurs. Il peut les jouer lui-même. Et puis soir après soir, il y a d'une efficacité assez constante. Et ce qui est quelque chose d'important, tu l'as dit, ça amène quelque chose de différent dans la manière dont fonctionnaient les Pacers. Et surtout, moi, c'est quelque chose que j'avais noté, c'est que depuis que Mathurin n'est plus là, oui. eh bien, parfois, les Pacers pouvaient avoir tendance à, quand le système, comme tu disais, classique, avec les 2-3 swings et les quelques écrans ne fonctionnait pas trop, un peu se regarder et Mhm. qui pouvait apporter un peu de variété, qui pouvait se créer son tir. Siakam apporte ça, donc il est vraiment d'une importance capitale pour eux et a priori, en tout cas, bon, sauf accident, ça a eu lieu contre les Bulls. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, Mhm. mais sinon, il est toujours d'une C'est régularité ça. assez Ouais. incroyable. Et pour terminer sur McConnell, parce que tu l'as cité, c'est vrai que si tu me dis que c'est le meilleur meneur backup, je l'entends tout à fait. Il est indé, ça c'est certain, mais vraiment il apporte des minutes hyper positives. Et justement, tu m'en parlais juste avant d'enregistrer parce qu'on se donnait les points dont on voulait parler. Il y a peut-être cette petite peur, puisque on l'a pas cité en joueur clé, on va partir sur autre chose. Voilà, je spoil un petit peu. Cette petite peur de voilà les minutes positives de McConnell justement sans Haliburton, on en aura peut-être un peu moins en playoff. À voir comment ils arrivent peut-être à articuler tout ça. Bah oui, puisque voilà, c'est encore une fois, c'est un joueur important c'est un joueur important entre guillemets de la structure de l'effectif, puisque un peu à la manière de Tyus Jones avec Ja Morant, hein, c'est-à-dire que les deux fonctionnent bien un après l'autre, mais ensemble ça peut marcher, mais voilà, Rick Carlisle il le fait pas forcément parce que on aura cette problème de défense du point d'attaque. On aura cette problème de défense du point d'attaque si tu es obligé si tu gardes les deux ensemble. Et globalement, tu vois, avec Carlisle, il les fait jouer un petit peu au premier quart-temps, un petit peu dans le troisième quart-temps, et dans le deuxième et le quatrième, généralement, il alterne à chaque fois avec un des deux, et les deux se retrouvent très peu sur le terrain ensemble dans ces moments-là, quoi.
Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas mentionné, notamment par rapport au départ de Buddy Hield. C'est vrai que ça a changé quelque chose mécaniquement. On en avait parlé lors d'un des 4 quarts, hein, le fait que, voilà, notamment pour Haliburton, qui est plus c'est ghost screen, puisque c'est un système qui est un peu repris. Des fois, il tente avec Miles Turner sur la menace entre guillemets du 3 points. Alors, l'adversaire bouge un petit peu, mais c'est plus comme quand il y avait Buddy. Du coup, il y a plus ces lignes de drive qui sont totalement ouvertes pour Tyrese Haliburton, qui lui permettent lui d'aller assez facilement dans la zone des flotteurs ou dans son mid-range, qui est un très bon jeu à mi-distance, hein, Tyrese Haliburton. Mais du coup, c'est quelqu'un qui reste quand même très très important dans l'effectif, notamment pour Haliburton, hein, puisque euh, il était avec lui à Sacramento, il est arrivé avec lui à Indiana. Et là, par exemple, tu vois, le match de Brooklyn, où quand il a tenté, il a réussi son dunk, enfin, à la conférence de presse, il a appelé, tu vois, il a appelé Buddy dans FaceTime en pleine conférence pour lui demander ce qu'il avait pensé de son dunk, tu vois. Donc, on sent que, tu vois, il y a plus que le côté jeu, c'est vraiment quelqu'un qui était important, je pense, pour Haliburton. Et je pense que ça peut aussi jouer dans un peu la petite baisse de régime globalement qu'il a connu après son retour de blessure. Mais du coup, ça a permis de mettre en valeur d'autres joueurs, hein, puisque Andrew Nembhard, au début, au départ de Buddy Hield, il y avait Benedict Mathurin qui s'est un peu blessé. Alors Benedict Mathurin qui est assez intéressant parce que c'est un joueur qui est très bon pour pouvoir se rapprocher du cercle, même s'il finit pas très 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 bien, mais du coup il apportait quelque chose d'un peu de différent que l'équipe n'avait pas. Il s'est blessé malheureusement à l'épaule. Et maintenant c'est entre guillemets Andrew Nembhard qui est Sur ces minutes, ouais. Ben Shepard, voilà, qui reprennent en fait ces minutes-là. Mais alors Ben Shepard, lui, on va dire que c'est plus le joueur de l'extra passe. Donc c'est un joueur vraiment de bout de système vraiment, hein, qui n'est pas à la création, mais qui est plus vraiment à la conclusion des actions. Et on a un Andrew Nembhard. Moi, j'aime bien ce qu'il apporte, Nembhard. Alors, c'est un joueur qui, je pense, pourrait se rapprocher de ce qu'est Derrick White aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un, un guard complémentaire de Tyrese Haliburton, même s'il n'a pas totalement la menace du tir, puisqu'il n'est pas du tout respecté par son tir n'est pas respecté par les défenses adverses. En tout cas, son tir à 3 points face au cercle n'est pas du tout respecté par les défenses adverses. Mais c'est quelqu'un qui est quand même intéressant et qui apporte pas mal de liens à l'attaque, qui propose des solutions et qui, je pense, en playoff va être intéressant pour cette équipe parce que même si il n'est pas défendu derrière la ligne à 3 points, il est assez à l'aise pour aller sur le jeu intermédiaire et se créer son tir à mi-distance pour pouvoir exploiter ce que la défense lui donne. Oui, et puis son profil de tireur de fin de chaîne aussi, ça rejoint ce que tu étais en train de dire sur la perte de Buddy Hield. Alors là, je vais revenir Oui, juste au terrain, qui est si ce n'est, enfin en tout cas, l'un des meilleurs mouvements de shooter de la ligue. Hein, oui, c'est-à-dire clairement. qui peut courir de partout avec des systèmes à l'opposé, qui attire les défenses, comme tu disais. Sa perte a fait, c'est ce que tu mentionnais dans le 4 quarts, je crois que c'était le troisième 4 quarts, que il manquait ce profil-là. Alors il y a un peu Doug McDermott de temps en temps, mais sur des minutes Oui. assez limitées. Et Mhm. parfois, on pourrait retrouver Tyrese Haliburton, qui lui est plutôt compétent d'ailleurs dans ce registre-là, mais malheureusement, du coup, qui est à la création, vu qu'il y a C'est peu de ça. minutes avec TJ McConnell, on se retrouve avec un peu de problématique. Moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup ce que propose Nembhard. Pour l'instant, il n'est pas très adroit à 3 points, mais il a quand même ce potentiel voilà, d'être un mouvement de shooter. Alors peut-être plus une qualité de mi-distance pour l'instant. Et d'ailleurs, tiens, je t'envoie la balle comme ça avant de passer aux joueurs clés, même si j'ai l'impression qu'on va dépasser le chrono, ça fera pas plaisir à Ben. Le mi-distance aussi, c'est quelque chose qu'ils ont du côté épaisseur, c'est une vraie arme, c'est peut-être aussi un des motifs d'espoir d'ailleurs. Oui, puisque Tyrese Haliburton est très fort sur le mi-distance long et le mi-distance court, hein, puisqu'il arrive à se créer des tirs clean. Et c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de touchés, notamment sur la partie flotteur. Andrew Nembhard, c'est quelqu'un aussi qui est très à l'aise, notamment pour se resituer dans l'axe, pour en tout cas, il arrive à se rendre dangereux dans la zone à mi-distance. Et il est assez à l'aise pour les prendre. Je crois de mémoire, il doit être aux alentours de 50%, 49% de réussite. 49%, Ouais, quelque 82e chose comme centile ça. sur le mid-range, Voilà, tu c'est vois. quelqu'un qui est très bon. Et Pascal Siakam qui, comme on le disait, Évidemment. hein, voilà, qui lui, c'est la caution un peu bully ball de cette équipe, hein, qui force un peu entre guillemets
la décision, qui peut forcer la décision. Alors ça peut aller dans un sens comme dans un autre, mais comme tu l'as dit, c'est tellement un monstre de régularité depuis qu'il est au Pacers. Il a vraiment permis à cette équipe de rester à flot quand Haliburton n'était pas au meilleur de sa forme. Donc c'est vrai que ça peut se jouer par là pour eux, notamment en playoff, puisqu'on sait que ces tirs à mi-distance ont une importance capitale dans les playoffs. Ce sont des tirs entre guillemets de stars que la défense aime donner et qu'il faut être capable de prendre et qu'il faut être capable de mettre. Et ils ont des joueurs qui sont capables de faire ça. Alors ça va pas compenser le fait que c'est l'une des pires équipes. C'est l'une des équipes qui prend qui concède le plus de points dans la peinture, et notamment sur la partie jeu de possession. C'est aussi l'une des équipes qui conseille aussi le plus de secondes chances, des secondes chances auxquelles tu es familier, hein. On voit les matchs contre Chicago, voilà, tu as pu constater les problématiques qu'il y avait sur les secondes chances. Donc voilà, c'est une équipe, il y a des motifs d'espoir, mais c'est vrai que ce sont des faiblesses et des carences qui limitent littéralement leur plafond, clairement. Bon, maintenant qu'on a fait l'inventaire et qu'on a cité énormément de monde, il faut recentrer sur un joueur. On a décidé cette année de parler d'un joueur clé par équipe, mais d'éviter les stars. Donc évidemment, Tyrese Haliburton sera un joueur clé, Pascal Siakam sera un joueur clé pour les Pacers, ça ne surprendra personne. Qui d'autre? Quel est celui que tu avais envie de mettre en avant, Tom, aujourd'hui? Alors, il y en avait deux. Aaron Nesmith, on l'a mentionné avant, puisque personne ne fait ce qu'il fait. C'est un joueur qui est très important pour que le système des Pacers fonctionne. Mais pour le coup, j'ai envie de parler plutôt de McConnell, qu'on a mentionné un petit peu avant, puisque TJ McConnell, c'est un joueur qui est vital pour la façon dont fonctionnent les Pacers aujourd'hui. Et pour moi, ça va être le joueur clé, parce que globalement, ce qui va se passer, c'est que Tyrese Haliburton et TJ McConnell jouent très peu ensemble, comme on l'a dit précédemment. Mais TJ McConnell est tellement important et apporte énormément de choses à l'équipe. C'est un peu le spark offensif de cette équipe-là. C'est un joueur qui amène beaucoup d'énergie à cette équipe-là. Mais malheureusement, on sait qu'en playoff, les minutes des stars augmentent. Sauf que Tyrese Haliburton, ses minutes vont augmenter, et j'ai bien peur que TJ McConnell en fasse des frais. Et ils vont devoir du coup gagner des matchs sans un joueur qui est hyper important pour ceux qui font en saison régulière. Donc pour moi, c'est le joueur clé, puisque, alors oui, il y a deux problèmes quand il doit jouer avec Tyrese Haliburton. La première, c'est qui défend le point d'attaque, puisque TJ McConnell, lui aussi, même si c'est un joueur assez teigneux et très petit, il se fait littéralement cibler sans écran, sans rien, on lui fonce dessus pour l'emmener au poste, généralement, et du coup, tu peux pas c'est pas avec Haliburton, enfin, même si Haliburton fait un petit peu plus d'efforts. Haliburton, c'est vrai, il fait un petit peu plus d'efforts depuis quelques semaines. On peut lui, on n'est pas sur le Haliburton du début de saison. Il fait un petit peu plus d'efforts, mais du coup, c'est pas suffisant, entre guillemets, pour ces Pacers là. Et ouais, du coup, TJ McConnell, l'autre problématique, ça va être sur toute la partie gravité à 3 points. Toute la partie gravité à 3 points, c'est quelqu'un qui en a pris 37 depuis envoie la stat. C'est quelqu'un qui en a pris 37 depuis le début de la saison. Quand on regarde les joueurs qui jouent du côté des Pacers, c'est celui qui en a pris le moins avec Isaiah Jackson. Et globalement, quand on prend ce qu'on appelle le 3-point rate plus, c'est-à-dire la proportion du joueur à prendre des tirs à 3 points par rapport à la moyenne, il est littéralement à 18. La moyenne est à 100 et lui, il est à 18. Donc voilà, c'est quelqu'un où il y a aucun spacing avec lui. Et comme malheureusement, il y a d'autres joueurs déjà qui ne risquent de ne pas être respectés par les défense, j'ai bien peur qu'ils ne puissent pas beaucoup voir le terrain. Et s'il doit avoir le terrain balle en main, j'ai bien peur que ce soit parce que Tyrese Haliburton n'est pas sur le terrain, quoi. Oui, c'est ça. Pendant que tu parlais, j'étais allé voir combien de minutes ils avaient passé ensemble cette saison. Bon, c'est 184, ce qui est pas beaucoup, mais pour le coup, évidemment, ils sont très très efficaces quand ils sont ensemble. Oui. Hein. Oui. Ils ont un net rating à plus 16, peut-être justement parce que c'est Tyrese Haliburton qui est utilisé comme le shooter avec TJ McConnell, comme on disait, avec la balle. Et puis,
pour appuyer un peu ton propos, le fait d'avoir un excellent meneur backup, c'est toujours un plus. Hein. Évidemment, en théorie des costumes, on y revient. Mais arriver en playoff où les rotations aussi se resserrent, c'est-à-dire qu'il y aura moins de minutes de TJ McConnell contre le banc adverse. C'est aussi ça. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y aura certes déjà moins de minutes pour TJ McConnell sur le terrain dans l'absolu parce qu'il y aura plus de Tyrese Haliburton a priori, mais il y aura aussi moins de minutes de TJ McConnell face au meneur et à l'équipe, la défense de banc adverse qui elle aussi sera beaucoup plus limitée, voire même avec des rotations plus serrées, certains joueurs qui ne jouent pas. Donc là, l'avantage que te crée la présence de TJ McConnell dans ton effectif, qui est certain, sera beaucoup plus limité en playoff et donc forcément aura moins d'impact. Et ça risque, je ne sais pas si ça en fera une clé d'une série, mais c'est vrai que ce sera à surveiller comment Carlisle va réussir à agencer tout ça. Et du coup, il va falloir créer un bilan de tout ça. La dernière partie de ces previews, c'est le plancher et le plafond des différentes équipes pour ces playoffs, ces play-in. Alors, je le disais un petit peu, alors je ne sais pas si ça va spoiler ton plancher et ton plafond, mais c'est une équipe forcément avec une certaine variance. Donc, on peut avoir certaines craintes, notamment s'ils doivent jouer les play-in, puisque pour l'instant, ils sont septièmes. Et puis aussi, malheureusement pour certaines équipes, la plupart des équipes à l'Est, c'est-à-dire que dans ce bas de tableau, dans cette bagarre, il y a les Sixers qui viennent de récupérer Embiid, il y a le Heat, il y a beaucoup de match-up assez compliqués. Donc, commençons par le plancher. Est-ce qu'on peut potentiellement dire vite au revoir aux Pacers? Pour moi, le plancher, il pourrait rater les playoffs. Hein, tu vois, ils ont les 2 derniers matchs contre les Bulls, ils les ont perdus. Contre, on va pas oublier cette orgie de points au milieu en début d'année contre les Hawks. Hein. Je crois que c'était 150, 160 à quelque chose. Ah, là, il y a du spectacle. il y avait eu du spectacle. C'est une équipe qui peut être mise en danger, notamment sur le play-in, qui n'a pas la grande, puisque, encore une fois, hein, là, s'ils arrivent dans le play-in, alors, pour l'instant, ils ont encore leur destin entre leurs mains parce qu'ils ont une confrontation directe avec Miami qui va arriver. Alors, au moment où vous écouterez cet épisode, peut-être qu'ils l'auront déjà joué, mais s'ils gagnent tout, il leur reste 6 matchs, s'ils gagnent tout, ils peuvent passer. Mais leur calendrier n'est pas non plus plus évident. Parce que, ils doivent rejouer les Cavs, ils ont encore quelques matchs à l'extérieur, mini-road trip à la fin. Donc voilà, mais c'est vrai que pour moi, le plancher de cette équipe-là, même s'ils ont un bilan positif à la fin de l'année, ils pourraient ne pas faire les playoffs. Hein. Ils pourraient ne pas faire les playoffs. Parce qu'on les a vus en difficulté contre des équipes qui bouchent la raquette. Et boucher la raquette, Chicago le fait très bien. Ils ont été en difficulté face à Chicago pour ça. Et ça pourrait leur coûter cher, tu vois. Même face à Joel Embiid, si jamais ils font le playing face à Joel Embiid. Et si par exemple ils ont peut-être le match contre Miami, personne ne veut se ramener contre le Miami, le Heat de fin de saison. Contre les zombies, oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est les match-up, comme tu le disais, quand la raquette est bouchée, ils ont un peu plus besoin de leur tir extérieur, ce qui n'est pas forcément leur grande force. Et en plus, c'est ça. Face aux Bulls, ils ont eu la malchance d'avoir un mauvais match en termes de réussite, en tout cas de Pascal Siakam. Et dès que le métronome Siakam commence à être un peu rouillé, ça devient vite compliqué. Donc effectivement, oui, c'est pour moi aussi le plancher. Alors ça dépendra probablement de leur seeding et de qui doivent jouer dans ces play-in, play-off. Oui. Mais il y a un monde où sur un match accident, un match où en face aussi tu prends l'eau, parce qu'on disait Atlanta, tu l'as dit, ils ont fait un carton à 150 points. Bon, le scénario inverse, où c'est Atlanta qui en met 150, il existe aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est pas non plus impossible. Il y a certes les problématiques pour eux d'attaquer, mais il y a aussi la problématique défensive. Contre des attaques de feu, notamment, contre des grandes variances, contre Atlanta, c'est pas impossible de lâcher un match. Mais donc, du coup, partons sur le positif pour terminer. Ça fait quand même, pour terminer sur une bonne note, le plafond des Pacers, est-ce que vraiment, en cas de qualification pour les playoffs, ils peuvent arracher un tour? C'est un peu la question que j'ai envie de te poser. Ça va dépendre contre qui ils tombent. Par exemple, contre les Pacers, pas contre les Pacers, on a vu, tu vois, cette saison, ils ont joué pas mal les Bucks. Ça a été un match-up plutôt pas mal pour eux, tu vois, les Bucks. Il y a eu même l'histoire où Giannis, le ballon des 50 points, qui est balancé dans les tribunes,
Oui, Enfin, la fameuse polémique. la fameuse polémique. La fameuse polémique. Mais globalement, c'est même juste avant le in-season tournament, c'est un match-up qui leur avait réussi pour se qualifier. Boston, ils les avaient bien joués. Tu vois, c'est une équipe qui, comme tu le disais, hein, qui joue pas mal les bonnes équipes. Qui joue pas mal les bonnes équipes et qui après se tire des balles dans le pied contre des équipes un petit peu moins bonnes. Donc, moi, je me dis, je pense pas qu'ils peuvent passer un tour en l'état, vu le niveau des équipes au-dessus, même si bon, les Bucks sont un peu inquiétants. Bon, mais ça, ce sera, c'est pour, on laissera ça pour après, mais ouais, allez, je pense maximum, c'est peut-être aller en 7, un peu comme les Kings de l'autre côté, tu vois. C'est vraiment, allez, pousser une équipe en 7. Pour moi, Ouais. ce serait déjà, ce serait leur planche, leur plafond. Un set à la benne, histoire de dire qu'ils ne sortent pas sans se battre. Parce que sur un match 7, quand tu arrives à arracher un match 7, c'est C'est typiquement vrai. une équipe qui, bon, bah, sur un match, à tout moment ça Tout passe. peut, ouais, tout Voilà, peut se passer, ouais. tout peut se passer. Après, voilà. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a des match-ups peut-être intéressants à voir. J'aurais bien envie, par exemple, de voir un Knicks Pacers qui pourrait être assez intéressant avec la défense des Knicks en drop face à Tyrese Haliburton pour avoir une opposition de style un peu sympa. Je sais pas, contre Cleveland, comme tu l'as dit, boucher la raquette, ça risque de leur poser quelques Ouais, problèmes. pour moi, les Knicks, c'est pas un bon match-up pour eux, hein, parce que potentiellement, tu vas te retrouver avec Diogi Anunoby, tous les connecteurs, tout ça. Et puis, t'as Jalen Brunson, t'as pas grand monde sur le point d'attaque. Et puis, Jalen Brunson, c'est quelqu'un qui vit dans la raquette. C'est quelqu'un qui vit dans la raquette. C'est quelqu'un qui provoque énormément de fautes. Et Donc, avec ses appuis, bien sûr. avec ses appuis, tout ça. Donc, je sais pas si c'est un si bon match-up pour eux que ça. Je me suis peut-être pas l'exprimer, mais c'était pas bon match-up pour eux. Là, c'était pour moi. C'était Ah, peut-être pour le d'accord. style. Là, c'est peut-être pour ma préférence pour voir ces Pacers, pour voir des séries un peu disputées, justement, comme tu disais, pour voir du spectacle un petit peu. Mm. Parce que effectivement, Jalen Brunson, tu parlais des fautes générées et puis de quelqu'un qui, justement, dans la raquette a beaucoup de moves et très crafty. Oui, c'est Voilà, ça. bon, bah, Jalen Brunson cette saison, je pense qu'on en reparlera évidemment. Et vous en avez sûrement entendu parler dans la preview d'Enix, parce que oui, on enregistre un par jour. Bon, parfois pour tout écouter, c'est un peu compliqué, on n'est pas toujours à jour. Je vais C'est trahir ça. aussi ce secret. On va pas faire beaucoup plus long parce que sinon on va se faire taper sur les doigts. Donc merci beaucoup Tom. Comme d'habitude aussi, merci à nos auditeurs, nos auditrices de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que Dunk Hebdo, vous pouvez retrouver Dunk Hebdo un peu partout, hein, les plateformes de podcast, sur YouTube si vous voulez voir nos tronches. Et sur Twitter, vous y êtes quoi qu'il arrive, les bienvenus évidemment. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci Tom. Et à demain donc. Salut, à demain. Salut.